Thomas. Bonjour. Je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. On ne se connaît pas beaucoup, mais le peu d'échanges qu'on a eu ensemble était passionnant. Donc, j'ai vraiment hâte de partager, en tout cas, ta rencontre avec plein d'autres gens. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, tu veux que je fasse un peu tout mon parcours ou Alors, vraiment, juste ce que je fais en ce moment? Tu sais, tout ce qu'on déteste, on adore pitcher sur sa boîte, mais on ne sait pas se pitcher soi-même. C'est vrai. C'est toujours compliqué. Allez, pitch-toi. C'est toujours la partie qu'on aime le moins faire, en fait. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi? Ouais, qu'est-ce qu'on doit retenir? Du coup, moi, je suis vraiment un passionné d'informatique. Ouais. J'ai fait de l'informatique depuis que je suis tout petit. Et vraiment, ce que j'ai adoré faire, c'est répondre à des problématiques de société grâce à des outils digitaux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis tout mon parcours, jusqu'à la création de Done. Ouais. Et donc, j'ai basculé entre le monde classique de salarié et puis l'entrepreneuriat. Voilà. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis cofondateur de Done. Donc, on a créé Done avec mon associé Guillaume Delory, qui est aussi un ami d'enfance. Et ça fait 6 ans maintenant qu'on fait ça. Et le principe, c'est simple. On met en relation les entreprises qui ont trop de produits, des surstocks. Des surstocks, ouais. Avec des associations qui en ont besoin pour réaliser des beaux projets. Tu as un exemple, par exemple, de surstock utilisé par tel asso parce qu'ils avaient besoin de telle chose? Ouais, totalement. Du coup, on a pitché pour Tech for Future, tu vois, c'est un concours. Du coup, on a vachement axé sur l'impact sociétal. Et on a ressorti 3 gros projets. Tu vois, je peux donner l'exemple d'une famille qui a pu rénover sa maison qui était sinistrée dans le Nord et qui a reçu des dons de matériaux, de construction pour rénover. Justement, ça, c'était cool. Ah, trop bien. Ouais, c'est vraiment ce genre de projet qu'on génère. Enfin, qu'on génère, mais grâce aux associations. Hein, c'est les associations qui génèrent. Nous, on va juste sourcer les projets et puis mettre à disposition les produits. Et ensuite, là, c'était les périodes de Noël, il n'y a pas longtemps. Et on a offert des PC, des jouets à des enfants qui sont issus de familles bénéficiaires du Secours populaire, par exemple, et qui avaient besoin de ça pour Noël, quoi. On doit se sentir plus grand quand on fait ce type d'action. Ouais. En fait, j'essaye de rester humble quand même, parce que ça dépend de beaucoup de monde, tout ça. Tu vois, ça dépend des entreprises qui veulent bien donner, ça dépend des associations qui récupèrent les produits, qui accueillent les familles bénéficiaires, qui distribuent ces produits, etc., etc. Et du coup, nous, on est quand même un tout petit maillon, tu vois. Donc, on est content. Ça, c'est clair et net. On est hyper content de voir ça. Mais on sait aussi rester humble et dire, sans les assos, sans les entreprises, on ne pourrait pas faire tout ça. En fait, c'est vraiment Ouais, vous êtes un super intermédiaire, quoi. Ouais, voilà, exactement, ouais. On essaye de donner tout le sens et de revaloriser tous ces produits à travers des projets qui sont locaux déjà. On va pas... Voilà, ça c'est hyper important pour nous, pour la planète, tout ça. Et qui génère de l'impact sociétal, mais de ouf, quoi. Ouais, ça me génère plein de questions. Mais avant tout, déjà, comment tu arrives sur ce projet Done? Qu'est-ce qui s'est passé donc, dans ce parcours-là qui fait que tu as cette idée de Done avec ton associé? Ouais, très bonne question. En fait, moi, je travaillais chez Decat. Decat, c'est une super boîte et tout. Comme je t'ai dit, hein, j'ai fait la bascule plusieurs fois entre le salarié classique et l'entrepreneur. Et du coup, là, c'est une période où je suis chez Decat, je m'éclate à fond. Decat, c'est une boîte où tu peux vraiment innover, proposer des projets, etc. Et du coup, je suis chef de projet informatique là-bas. Donc, je dirige 3 équipes informatiques. Et de temps en temps, on peut aller sur le terrain, on peut se rendre en magasin pour donner un coup de main aux gens. Donc, moi, j'y vais spontanément parce que j'adore ça. J'adore être sur le terrain, j'adore faire de la vente et voir comment mes collègues font en magasin. Ça m'intrigue, tu vois, de dire en fait, moi, je suis derrière et puis comment eux, ils font sur le terrain. T'es pas un vrai informaticien, quoi. Ouais, franchement, pas trop. Pas trop parce que Comme les gens. J'aime bien quand ça rentre dans le dur et quand on est. T'aimes voir l'action en fait directe. J'adore charbonner. Ouais, ça c'est clair et net. Franchement, c'est un truc que j'adore faire et je pense que l'action elle est là. Et donc je vais en magasin et puis je me rends compte qu'on jette plein de produits. Donc ça c'est en 2018 à peu près. Et je me dis waouh, tous ces produits sont encore utilisables, ils sont neufs même des fois. Pourquoi on les jette
Et voilà, ça n'a pas trop de sens. Et mes collègues aussi, ils se questionnent sur ça, mais en même temps, on n'a pas le temps de trouver une autre solution, quoi. Ouais, il n'y a pas tant de solutions que ça dans ces cas-là. Ouais, voilà. Et comme j'avais déjà monté quelques assos auparavant, je me dis, en fait, j'avais cette idée de mécénat et de réduction d'impôts. Ouais. Donc, je propose au directeur de magasin de dire, est-ce que tu veux bien essayer de les donner? Et comme ça, on va récupérer 60% de réduction d'impôts. Tu vois, j'essaye de T'as tirer... déjà cette idée-là de bénéficier de quelque chose au profit de quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Et je mets en avant l'impact économique parce que je sais que voilà, dans les grandes boîtes, c'est souvent la rentabilité qui prime pour démarrer quelque chose. Et c'est bien normal, tu vois. On peut pas... Bien sûr, oui, c'est la règle du jeu de toute façon. Et donc, on fait nos premiers dons comme ça. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que... devant l'impact sociétal et environnemental, en fait, tous les collègues, ils sont un peu émerveillés. Tu vois, on se dit, putain, mais c'est génial, en fait. On voit l'asso, on a reçu l'asso. L'asso, elle est hyper contente de recevoir tous ces produits. Mais tu m'étonnes. C'est un truc de ouf. C'est un peu Noël avant l'heure, tu vois. Et on se dit, putain, en plus de ça, on fait une bonne action pour la planète et tout. Et puis voilà, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc. Du coup, on a continué avec ce magasin-là. Et là, j'appelle Guillaume, mon ami d'enfance. Ouais. Qui lui-même était en reconversion informatique. Ok. Et je lui dis, je lui présente un peu tout ce qu'on a fait et je lui dis, tu veux pas créer un outil digital qui facilite le don. En fait, il faut qu'en magasin, ça soit aussi rapide de donner que de mettre à la benne. Ouais, ok. C'est le principe. Ouais, c'était ça le principe au départ, ok. Et on se dit rapidement, si on arrive à faire ça, en fait, c'est bingo, il n'y a même plus de trucs à voir. En fait, c'est, carrément. Tu donnes, tu récupères ta réduction d'impôt et en plus de ça, tu vois, les gens, ils sont contents. Donc, on se met en tête ça. Et pendant 3 mois, on développe un POC à présenter au magasin. Et en fait, il se passe que le magasin utilise la plateforme, ça lui plaît. Et on améliore en amélioration continue, tu vois, avec le magasin. Et puis, de fil en aiguille, voilà, sans trop comprendre ce qui se passe, il y a 3 magasins qui l'utilisent, 5 magasins, 50 magasins. Puis ça commence, ça y est, à prendre naissance et donne est né. Voilà, exactement, ouais. Et puis après, naturellement, on va voir les cousins de Decathlon, Boulanger, Leroy Merlin, Neuroto. Et en fait, on se rend compte qu'il y a les mêmes problématiques là-bas. Et là, on étudie le marché, on se rend compte que, il y a 2 milliards d'invendus qui dorment dans les entrepôts chaque année. Ok. Et 600 millions d'euros de produits neufs qui sont détruits chaque année. Qui connaissent même pas de première vie et qui sont détruits. Et du coup, là, on se dit, on monte un canal d'acquisition. Et on se dit, allez, on va essayer de sourcer ces produits. Et là, très vite, on est en relation avec des grands groupes comme Saint-Gobain, tu vois, qui connaissent les problématiques et qui se disent, si tu arrives à me trouver des projets impactants comme ça, ok, on y va. Oui, parce qu'en compta, on t'explique toujours que le surstock, en fait, ça coûte beaucoup d'argent dans ta trésor. Et donc, il faut trouver des solutions pour justement le liquider. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit tu passes par des promos ou quoi que ce soit, soit effectivement, tu es obligé de... Mais ça paraît dingue que du produit neuf puisse être potentiellement jeté. Et ce que tu dis, c'est que c'était le cas, en tout cas, avant que Don soit né. Donc, ça, c'est fou, quoi. Ouais, exactement. Et puis, tu as raison, les surstocks, ça coûte énormément d'argent, en fait. Et juste pour toutes ces problématiques-là, le don, mais personne n'est encore au courant de ce mécanisme fiscal. Et du coup, le don, c'est la solution la plus rentable pour revaloriser les produits. Donc, en fait, comment ça fonctionne très concrètement ? Tu as un stock, on va prendre des chiffres faciles. J'ai... Des chiffres ronds, alors. C'est ça, exactement. 100 000 euros de stock. Je sais que ce stock, il est valorisé 100 000 euros. Et je ne sais pas quoi en faire. Ça marche comment, en fait ? Avec notre solution ? Ouais, avec ta solution. En gros, tu t'inscris sur notre plateforme, don.fr. Tu t'inscris, tu déposes tes produits. Et là, il y a un commercial qui va venir t'appeler pour faire un rendez-vous, pour connaître tes produits et savoir ce que tu veux en faire. D'accord. Quel type d'assaut tu vises concrètement ? Qu'est-ce que tu aimerais que tes produits, comment tu voudrais qu'ils soient réutilisés ? Ok. Une fois qu'on a fait ça, et si tu es d'accord, nous, on va se mettre à la recherche de projets associatifs. On t'en propose plusieurs. Tu sélectionnes les projets que tu souhaites soutenir et après, on organise toute la collecte du don. Ok. C'est-à-dire, on vient collecter les produits, on les livre à l'asso et après, on te met tous les documents administratifs et fiscaux sur la plateforme et tu les utilises pour obtenir ta réduction d'impôt. Donc, sur ces 100 000 euros de stock, tu vas récupérer 60 000 euros de réduction d'impôt. Ok, super. Donc, c'est énorme en fait. Plutôt que de les jeter ou plutôt que de solder tes produits,
tu vas les revendre peut-être 5%, 10% du prix de revient, donc c'est rien, c'est la solution la plus rentable. Mais ça devrait même être en 2025 obligatoire, en fait. Mais c'est obligatoire. Ah, c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle, parce que ça me paraît fou de... Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a la loi AGEC qui est apparue. Donc la loi AGEC, elle interdit la destruction des produits non alimentaires neufs. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Mais malheureusement, c'est encore une loi qui est très méconnue, au même titre que le nom. Et en fait, le plus gros de notre taf, c'est ça aujourd'hui, c'est de se faire connaître. Et de faire connaître. Ouais, totalement. Ok. Totalement. Et à chaque fois, c'est vraiment une découverte. Et ça, que ça soit une petite ou moyenne entreprise ou alors un grand groupe, il y a des fois cette découverte et de dire, mais c'est un peu une solution miracle, en fait. Bah, complètement. Oui, dit comme ça, tu te dis, c'est absolument génial. Ouais. Et donc, si j'entends, ce parcours entrepreneurial depuis Done, il a été facile. Enfin, j'ai l'impression que tu as eu tout de suite tes premiers clients et que ça s'est fait facilement. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Bah, honnêtement, j'ai envie de dire que oui, quand même. C'est beau. Ouais, non mais ouais. Bah, en fait, moi, je m'étais déjà planté plusieurs fois sur d'autres boîtes, donc... Qu'est-ce qui avait fait que sur tes précédentes boîtes, ça n'avait pas fonctionné ? La conscience. Non, tu vois, on a lancé avec Guillaume, mon associé d'aujourd'hui, on avait déjà lancé une boîte quand on avait 20 ans. Et l'erreur qu'on a fait, c'est pas de business plan. Ouais. Et du coup, on a avancé pendant 18 mois sur une boîte sans se rendre compte qu'elle n'était pas rentable et qu'on ne pouvait pas la développer parce que vraiment, on ne dégageait pas assez de revenus pour la développer. Ok. Et du coup, on s'est soufflé et pendant 18 mois. Et après, on s'est dit, en fait, on peut rien faire. Du coup, on arrête. Ok, vas-y, go, on arrête. Il y a un matin, prise de conscience. En fait, ça va pas marcher. Ouais, c'est trop ça. Et du coup, on a appris comme ça, de fil en aiguille, au travers des projets, de se poser les bonnes questions dès le début. Donc, du coup, Done, ça a été un peu plus facile sur ces points-là où on avait un réel projet de développement. On savait ce qu'on voulait atteindre dans 3-5 ans. On savait comment ça allait se passer et on savait aussi mieux s'entourer, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est important. Ouais, totalement. Et à 20 ans, on ne peut pas tout savoir. Et c'est là où je trouve que le passage par le salariat peut apporter plein de billes. Et là, la preuve en est. C'est que si tu n'avais pas été chez Decat, tu n'aurais pas eu forcément vision sur tout ce surstock qui n'était pas utilisé. Et pourtant, dans une entreprise, on en a parlé en off, qui quand même faisait attention. On n'est pas dans l'entreprise la pire en termes de surstock, mais qui est de toute façon amenée à être comme tout le monde face à un surstock presque obligatoire, ou en tout cas à gérer, on va dire. Mais si tu n'avais pas été dans cette entreprise, tu n'aurais peut-être pas eu l'idée. Non, totalement. Et c'est ce que je disais ce matin à des étudiants, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est très bien de travailler pour des grands groupes aussi, tu vois, parce que tu te rends compte des problématiques. Parce qu'ils me posaient la question, mais qu'est-ce que tu dirais à des étudiants qui veulent se lancer mais qui n'ont pas d'idée ? Et je leur disais, mais en fait, tu regardes dehors et tu as plein d'idées, tu as plein de problèmes à résoudre. Et déjà, tu te lances pas si tu n'as pas d'idée. Je me permets de répondre à la question, mais tu ne te lances pas. C'est vrai, ça aurait été un meilleur conseil, tu vois. Mais du coup, je leur dis, mais des idées, il y en a plein. Tu vas dehors et tu as plein de problèmes à résoudre. En fait, tu es obligé d'avoir des idées. Ouais. Et tu peux aller travailler dans certaines grandes boîtes où justement, tu vas te rendre compte qu'eux-mêmes ont des problématiques et tu peux les résoudre à travers des projets d'intrapreneuriat. Et après, tu sors ta boîte et puis voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. C'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est méconnu, très peu connu en tout cas. Mais c'est une très belle porte d'entrée, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. C'est exactement ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec Done, tu vois. Complètement, oui. L'idée, c'était de développer Done, donc le soir et week-end, c'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, d'être dans un grand groupe qui utilise cette solution avec cette confiance mutuelle. Et qui t'a permis de rentrer dans une phase un peu de test and learn. Ouais, carrément, ouais, ça, c'est magique. Et puis ça t'apprend énormément, tu construis. Et directement, tu as des grosses problématiques qui viennent. Et tu sais que si tu les résous pour Decat, c'est résolu pour Neuroto. Tout à fait, ouais. Tu as à peu près déjà un début de réponse pour pas mal de boîtes, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, c'est pour ça que travailler en entreprise, au final, ça te permet de grandir et de voir aussi, d'avoir des idées, quoi. Ouais, totalement. Et tu as toujours eu cette envie, même dans tes précédentes expériences,
d'avoir du sens, en tout cas d'être dans une entreprise qui fait sens. Parce que Don, aujourd'hui, c'est le cas. Oui. Oui. Ouais, non, mais tout le temps. Ouais. Vraiment tout le temps. Je sais pas, j'ai eu cette chance d'avoir cette philosophie de vie où je me dis, si je suis pas passionné, si j'aime pas, en fait, tant pis, j'arrête. Et c'est OK. Et tant pis, on verra bien ce qui se passe. Mais c'est chouette. Ouais, carrément. C'est vraiment une chance que j'ai de m'être construit autour de cette philosophie-là, tu vois. Ouais, elle est bien. Ouais, non, mais totalement. Et à chaque fois, je démarrais des projets, et ça m'est arrivé souvent de quitter des jobs avant la période d'essai parce que, en fait, non, c'était pas OK. Ouais, c'était pas OK, c'était trop différent de ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce que je m'imaginais, et je m'éclate pas. Et du coup, je sais que je vais pas tout donner. Et je sais que ça va rien donner à la fin, donc ça sert à rien, quoi. Il y a beaucoup de jeux de mots. Ouais, c'est vrai, qui sont pas volontaires. Et vu que tu as un parcours plutôt informatique, comment tu arrives à avoir toutes les bases nécessaires pour gérer une entreprise? Parce que c'est deux mondes indissociables aujourd'hui. Clairement, je connais peu de boîtes qui peuvent se passer de dev ou en tout cas de compétences informatiques. Mais comment on peut avoir cette double casquette? Waouh, par la force des choses. Hein. Ouais. Vraiment. T'as dû y aller. Au début, t'es seul dans ton projet. Donc, grosso modo, si tu fais pas la compta, si tu fais pas les fiches de paie, si tu fais pas le recrutement d'abord, si tu fais pas l'acquisition, si tu fais pas la vente, tout ça, ça va pas se faire tout seul. Donc, t'es obligé d'apprendre. Et au final, j'ai envie de dire tant mieux parce qu'après, t'es le mieux placé pour recruter les gens, en fait. Et savoir comment positionner les personnes et savoir les besoins, en fait. Donc, non, c'est pas la force des choses, en fait. T'es obligé. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent chez Don? On est 35 à peu près, ouais. OK. Ouais. Et comment on gère justement cette montée de une personne au départ, enfin 2 avec Guillaume, à 35? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que c'est difficile? C'est un sujet justement qu'on avait abordé avec Nicolas dans un autre podcast où forcément, c'est plus tout à fait ton bébé parce que tu le partages avec d'autres personnes, mais qui sont pas, eux, à la tête de l'entreprise et qui n'ont pas forcément toujours les mêmes convictions, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. Et donc, c'est encore un autre taf que de gérer 33 personnes, si je te retire toi et Guillaume, on va dire. Et comment ça, tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou pas? Non. Non, ça se fait pas naturellement. Et en plus de ça, je trouve que c'est très compliqué. L'humain est très compliqué à gérer. Complètement. En tout cas pour moi, parce que je suis pas issu de ça. Ouais, pour tout le monde, ça me rassure, vraiment. Pour le coup, vraiment, je crois que c'est compliqué aujourd'hui. Putain, ça me rassure parce que vraiment. Non, et comment. En fait, t'apprends en faisant des erreurs, tu vois. T'apprends malheureusement en décevant les gens. Et tu te rectifies au fur et à mesure, tu vois. Et puis eux, ils sont d'accord aussi parce qu'ils comprennent aussi que c'est tout nouveau et que tu te construis comme ça. Bien sûr. Et que l'environnement dans lequel tu travailles, il n'est pas stable. Et que tu testes. Mais c'est très dur d'avoir cette démarche avec de l'humain, par contre. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de savoir à l'avance comment ça va se passer, etc. Et toi, tu es plutôt, on verra, en fait. Ben oui, mais ça fait partie aussi j'ai envie de dire, de l'aventure, de ne pas savoir tout trop vite et trop à l'avance. Et contrairement justement à une grosse structure qui a plein d'années d'existence, où, bien évidemment, on connaît, j'ai envie de dire, des étapes qui font que finalement, il y a un stop qui se fait... exemple Covid, ou des choses qui font que tu peux pas les prévoir, mais obligatoirement, quand tu es dans une grosse structure, il y a un peu plus de stabilité et ça convient à des gens, et c'est très bien. Mais quand tu pars dans des aventures comme Don, obligatoirement, il faut aussi accepter que ça va pas être une ligne droite et que ça va pas ressembler tous les jours à ce qui avait été convenu et qu'on peut pas te dire à 5 ans, voilà ce qui va se passer, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et ça, on essaye de l'annoncer, en fait, et d'être très franc dès le début, mais c'est toujours déroutant pour les gens. Vraiment. Du coup, ouais, non, on apprend cette partie-là qui est hyper importante, en fait. Et vraiment, tu vois, il y avait un slogan chez Decat, c'est que la richesse de l'entreprise, c'est l'homme. Ouais. Et c'est vrai, en fait. Mais pour autant, c'est la plus difficile à gérer et à structurer. Nous, on est dans cette phase-là, justement, où on structure, on essaye d'avoir des personnes qui savent mieux faire, en plus de ça,
et sur lequel on peut avoir un relais facile. Mais c'est très difficile, ouais. Ouais, c'est ça. C'est que de toute façon, tu vas rentrer dans une taille d'entreprise où tu vas être obligé d'avoir un peu des strates intermédiaires qui vont faire le relais, quoi. Exactement, ouais. Ouais, totalement, ouais. On est vraiment dans ça. Donc là, c'est encore une autre partie de l'entrepreneuriat, finalement. Parce que tu as ton projet de départ, ton aventure que tu crées à 2. Et pour le coup, c'est OK si tu es 5, 6. Mais quand tu commences à rentrer dans une taille d'entreprise plus grande, c'est vrai qu'il y a d'autres challenges qui arrivent. Et ça, on n'est pas forcément armé dès le départ. Ouais, mais carrément, carrément. Et je pense que tu n'es jamais armé dans tous les cas, vu que tu apprends continuellement. Et c'est toujours d'autres difficultés. Et bon, en fait, c'est génial si tu aimes ça, mais il faut le savoir et puis il faut se préparer quand tu te lances. Mais tu rencontreras toujours des nouvelles difficultés auxquelles il faut faire face et auxquelles tu n'as pas les réponses et auxquelles tu dois apprendre. Donc, mais bon, c'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper enrichissant en tout cas. Oui, tu apprends tous les jours finalement au-delà de l'entreprise en elle-même, quoi. Ouais, totalement. Et alors, un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est la partie pure business. Parce que quand on est sur une structure qui a un impact social et environnemental, est-ce que c'est incompatible ou au contraire compatible avec le business ? Oui, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais ouais, c'est vrai que pour beaucoup de monde, du coup, c'est vrai que l'impact sociétal ou environnemental et business, c'est incompatible. Parce que les gens, ils se disent, ouais, mais comment tu peux faire de l'argent dessus ? C'est très raccourci dans la tête des gens, mais ils se demandent ça. Et moi, je vois ça autrement. Je me dis qu'en fait, si tu arrives à avoir un business qui est rentable et qui génère de l'argent en générant de l'impact, en fait, tu as tout gagné parce que plus tu grandis, plus l'impact que tu génères, il grandit. Et du coup, je suis même persuadé que en fait, les solutions de demain seront à travers des hommes qui lancent des projets comme ça, en fait, à travers l'entrepreneuriat. C'est obligé. Et qui vont avoir un impact sur la société et sur l'environnement. Et on le voit de plus en plus, vraiment. Il y a des projets qui naissent et qui sont incroyables. Je te citais les lunettes de Zach. Ouais. Il y a aussi des projets autour de l'environnement qui sont incroyables et qui se montent et qui répondent à des vraies problématiques. Et si ces projets, ils arrivent à atteindre la pérennité, en fait, ils ont tout gagné. Vraiment. Est-ce que c'est quand même plus dur ou pas de lancer une structure avec impact ? Ouais, ça, c'est une bonne question. On me l'a posée et en fait, moi, je pense que non, en fait. Ok. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est un business classique, en fait, et tu dois répondre, tu dois avoir le même objectif, c'est déjà ta rentabilité. Ouais. Ça, c'est obligeant, en fait. Surtout quand tu as des personnes en plus derrière, il faut que tu sois rentable, il faut que ta situation, elle soit sereine et que tu sois pérenne, en fait. Mais du coup, je vois pas de grosse différence entre... on a juste la chance de générer de l'impact. Et ça, c'est tout... Et ça, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment la grosse diff par rapport à un business classique. C'est de dire, mais en fait, plus je grossis, plus mon impact il grossit et plus je fais du bien autour de moi. Donc ça, c'est cool, quoi. Et comment tu vois, justement, je trouve que c'est très intéressant, effectivement, d'avoir cet avis très positif et sur ce type de structures qui vont avoir un impact. Tu penses qu'il y a encore des places, mais j'ai envie de dire, elles sont toutes à créer, hein, mais sur quel type de domaine tu vois un impact possible et là où les entreprises doivent absolument aller ? Waouh. Non, mais tu as une idée par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu vois, ce qui a l'air de bien fonctionner ou ce qui manque et qui pourrait fonctionner ? Ouais, il y a beaucoup de choses autour de l'environnement, tu vois. Il y a énormément de choses à faire. Je pense en termes de logistique aussi, pour limiter l'impact carbone des entreprises. Dans le sociétal, honnêtement, je ne sais pas. Après, je reste très focus sur mon business. Donc bien sûr, oui. J'ai d'autres mais idées, en logistique, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, totalement. Sur la partie transport et approvisionnement, quoi. Ça, c'est impressionnant, ouais. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration. Alors, j'ai pas les solutions, sinon je les ferais. Et t'aurais bien raison. mais ouais, et après, dans le mécénat de compétences, dans l'impact, dans l'anti-gaspillage alimentaire, enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent et je suis très content de voir ça, tu vois. Mais il y a plein de solutions. Moi, je dis toujours, dans tous les cas, mais c'est vrai, hein, si tu es passionné dans un domaine, dans l'environnement ou bien quoi, juste creuse un peu, discute, et les idées, elles vont venir naturellement.
Oui, parce que les problèmes, ils y sont. Donc, Oui, ouais. j'ai presque envie de dire, s'il y a un problème, il y a potentiellement peut-être une solution. Il y a quoi. toujours une solution. Ouais. Et tu peux discuter avec un transporteur comme Géodis, tu vois. Il va t'expliquer, j'ai beaucoup de colis qui sont non distribués, je sais pas trop quoi en faire. Bim, il y a quelque chose à faire, il faut... Ah bah oui, tu peux racheter des colis mystères pour... Ouais, tu vois, par exemple, tu vois. Mais il y a plein de trucs à faire. Ouais. C'est un sacré business aussi. Ouais. L'achat de colis au kilo, j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'on revienne justement parce que en off, quand on a préparé un peu ce podcast, tu m'as dit que tu étais reparti plusieurs fois dans le salariat. Oui. Après chaque échec de tentative entrepreneuriale. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2019, il n'y a pas d'échec, et bien au contraire. Donc, on peut revenir un peu sur ce passé-là. Et souvent, on voit des entrepreneurs qui se disent moi, je suis un entrepreneur et je ne peux pas être un salarié. Et ce qui est intéressant, justement, dans ce parcours-là que toi, tu as, c'est que c'est pas un gros mot d'être salarié. Et même... tu as su y retourner à chaque fois que tu as tenté quelque chose et que ça n'avait pas marché. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que c'est OK, en fait, toi, les deux casquettes, c'est possible et tu t'y retrouves dans les deux? Ouais, pour moi, les deux, c'est vraiment OK. Et pourquoi je m'y retrouve dans les deux? Parce que le monde quand tu es salarié, en fait, tu as un statut qui est quand même beaucoup plus stable. Être entrepreneur, c'est vachement précaire d'être entrepreneur, tu as plein de difficultés. Et en plus de ça, c'est tout en fait, ça te permet de tester et après il faut bien manger, du coup il faut bien avoir un boulot classique et en même temps ne rien faire, c'est juste pas envisageable, tu vois. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu as aussi envie d'avancer, envie de faire et le monde, être salarié en gros, c'est ce qui te permet de continuer à être actif et d'avoir cette source d'idées constamment. Alors, il faut trouver les bonnes entreprises, je pense. Tu vois, toutes ne sont pas propices à avoir des bonnes idées, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis construit. Au début, on a lancé... donc, je finis mes études, juste pour donner un exemple, mais je finis mes études avec un master en poche et directement, je lance une entreprise avec Guillaume. Ouais. Cette fameuse entreprise, pas de business plan, on s'épuise, voilà, exactement. Et du coup, bim, gros échec. On a épuisé tout notre pôle emploi dedans, enfin, grosso modo. Et du coup, là, il faut bien vivre. Bien sûr. Donc, je retourne dans le monde de l'entreprise. Et puis voilà, c'est comme ça que je continue à vivre, à être productif, à garder une activité. Et ensuite, bim, je me passionne pour, comment ça s'appelle, les blockchains. OK. Tu vois, donc je fais un startup week-end où je gagne un concours au startup week-end autour de la blockchain et je commence à avoir des financements pour développer un système de vote autour de la blockchain. Super. Du coup, voilà, j'avais fait 2-3 ans dans l'entreprise. Je me dis, OK, bon, je retente ma chance. Bim, je fais mon système de vote et là, j'essaye de prospecter. Donc, c'était un système de vote pour les administrés et pour les communes. OK. Donc, en gros, l'idée, c'était qu'une commune adopte mon système de vote et puisse faire voter des projets autour de la commune à ses administrés. Tu vois. Et donc là, avec un ami, on essaye de prospecter toutes les communes du Pas-de-Calais et il n'y en a aucune qui marche. Tu vois, c'est compliqué. Et du coup, deuxième échec. Et puis, bim, c'est tout. On repart dans le monde de l'entreprise. Et puis c'est OK. Du coup, là, on remonte un projet. Après, c'est une plateforme de gestion des associations. Et c'est comme ça que j'ai connu les associations. Donc, ça y est, on commence à rentrer un pas dans Don, quoi. Ouais, exactement. Et là, je commence à aider les associations à se structurer, à savoir de quoi elles ont besoin, de financement principalement, comment elles peuvent aller chercher des financements à travers le don, notamment à travers le mécénat. Et en fait, il s'avère que les associations ne sont pas prêtes à payer pour ce service. Ouais. Et voilà. Donc, troisième échec. Et là, je repars chez Decathlon parce qu'il faut bien vivre, il faut bien continuer à être productif, etc. Et là, voilà, c'est tout. Et puis là, c'est un mélange d'idées. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas lâché l'idée de potentiellement, pourquoi pas, lancer ton projet, quoi. Non, ça m'a toujours attiré, par contre. Et je me voyais pas faire autrement. Ouais, non, mais c'est chouette de voir que de chaque échec, mais on avance peu à peu quand même dans le projet, et c'est ça qui est beau. Mais tu avances tout le temps, en fait, et c'est pour ça que l'échec, c'est tellement bien, c'est tellement formateur, c'est que tu apprends.
Et moi, j'ai jamais su tout anticiper, écrire un plan carré avant de me lancer. J'ai toujours aimé aller sur le terrain, courir, bim, ok, je me prends un mur, c'est pas grave. Je me relève, et puis voilà. Et en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion, et quand t'es passionné, t'es résilient. Et du coup, tu peux te relever, c'est pas très grave. L'échec, au final, c'est plutôt un amusement qu'autre chose, tu vois. Oui, et puis tu t'es arrêté à chaque fois, j'ai l'impression, en tout cas, à des moments opportuns, avant de rentrer dans une étape qui allait commencer à être compliquée, à y dépenser tous tes sous, à y dépenser aussi toute ton énergie, et qui fait qu'en fait, tu rentres dans une autre étape de l'entrepreneuriat qui est Ouais, non, ça, j'ai jamais voulu rentrer dans ça. Ouais, totalement. Je suis toujours parti de l'idée qu'en fait, tu peux monter un projet de zéro et le faire grandir, en fait. Et ça, c'est hyper important, en fait, je pense. Parce qu'en fait, on oublie trop souvent dans le monde des startups que ton premier objectif, ton premier focus, c'est vraiment la rentabilité. Et si tu l'as pas, ça sert à rien d'assister, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tu peux faire des levées de fonds, tu peux aller chercher des financements, mais au final, si t'es pas rentable, c'est qu'il y a un loup quelque part quand même. Et vous avez dû, vous, Don, passer par de la levée de fonds ? Ouais, mais très bon exemple. Mais c'était une grave erreur, en fait, au final. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que je me permets de te poser la question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est persuadé que c'est une étape obligatoire. Et c'est pour ça que c'est une erreur. Pour grossir et pour croître. Et donc, c'est intéressant que toi, tu aies ce regard de dire grave erreur. Et donc, ça m'intéresse de savoir pourquoi, en tout cas, dans le cadre de Don, ça a été une grave erreur. Franchement, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, nous, on n'en avait pas besoin, mais on a été éduqués à dire que dans le monde des startups, tu fais des levées de fonds. C'est vraiment du lavage de cerveau, en fait. Tu crées ta boîte, tu lèves des fonds. Et en fait, on n'en avait pas besoin. Du coup, on a fait une levée de fonds, ça s'est super bien passé. On a eu la chance, on a un super bon associé, tu vois, c'est un entrepreneur à succès, etc. Il nous aide énormément. Mais en fait, si on n'avait pas eu cette chance, on aurait pu tomber sur pire, tu vois. Sur des gens qui auraient peut-être changé toute la philosophie en fait, de l'entreprise. Et ça aurait été hyper dangereux. Et parce que vraiment, quand tu crées ta boîte, on te parle de levée de fonds avant de te parler de rentabilité. Mais c'est quoi du délire, en fait ? Oui, surtout qu'on oublie souvent qu'une levée de fonds, c'est que de l'argent qu'on te prête et qu'il va falloir quand même un moment rendre. Ou en tout cas, l'investisseur, il va vouloir avoir un retour sur investissement. Ouais, et c'est pas n'importe quel prix, en fait. C'est ça. Non, mais, et ça, je pense que peu de gens l'ont identifié. Alors, j'imagine, et je l'espère, que les entrepreneurs qui le font le savent. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu as l'impression que c'est de l'argent facilement gagné, quoi. Ouais, carrément. Ouais, carrément, tu vois, c'est un prêt sous conditions et des conditions qui peuvent être très dures, en plus de ça. Et je connais des grosses boîtes, vraiment, que là, aujourd'hui, ils se mordent les doigts parce qu'ils ont fait levée sur levée. Alors, c'est bien, c'est bien beau. Ta boîte, elle vaut à peu près 80 millions d'euros et bien tout, sûr, t'es content. Et au final, quand tu commences à être sur une croissance nulle, malheureusement, on en connaît plusieurs. Tu as raison, pour le coup, rentabilité, c'est de toute façon la seule manière de vraiment perdurer, quoi. Ouais, totalement. Et ça, c'est un échec que moi, je considère comme un échec, cette levée de fonds, que je ne reproduirai pas dans les prochaines boîtes. Ça, c'est sûr et certain, ouais, carrément. Ok, en tout cas, pas quand on n'a pas besoin, en tout cas. Ouais, non, mais c'est clair, carrément pas. Et pour le coup, là, tu disais que quand même, vous aviez fait une sacrée belle année, en tout cas 2024. Donc, si on peut dire, c'est plus de 2 millions, tu m'as dit. 2,7 millions. Et ce qui est important, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est 6 ans d'hypercroissance. Et ça, c'est incroyable. Quand tu parles d'hypercroissance, on parle de quoi ? Là, on doit être à 130% de croissance. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est bien. Ouais, c'est cool. Et pas en faisant un x2 sur les ressources humaines, tu vois. En faisant un... Oui, parce que tu dis 35, donc en 6 ans, ça me paraît une croissance d'un point de vue humain plutôt serein. Maîtrisé, ouais. Ouais, maîtrisé, exactement. Ouais, totalement. Totalement, et ça, c'est hyper important parce que on cherche notre scalabilité et ça se fait à travers les process et l'humain. Et du coup, ça sert à rien d'embaucher 30 personnes pour faire x2. Enfin, on est très content d'avoir embauché que 5 personnes, entre guillemets, et d'avoir fait x2. Faut être vigilant à la charge de travail parce que ça, c'est quelque chose qui remonte. Et du coup, il faut compenser entre des meilleurs process, encore un peu plus de recrutement
et reviser cette hypercroissance cette année. Ouais, vous avez réussi à automatiser un certain nombre de tâches avec l'IA, par exemple, qui permettent de retirer un peu de tâches répétitives. Ouais, alors on n'est pas encore sur des sujets d'IA, malheureusement. Ok. Moi, j'aimerais trop, mais on n'est pas encore là. Là, on est plutôt sur l'automatisation des process. On a un outil digital qui est hyper connecté avec d'autres outils, c'est cool. Et donc, on va essayer d'automatiser encore plus les tâches chronophages. Et ensuite, on ira vers le second semestre, vers de l'IA. Ouais. Que tu peux implémenter sur quel process chez toi? Concrètement, sur de la mise en relation, tu vois. Ouais. Sur de la mise en relation encore plus ciblée entre entreprises et associations. Et pourquoi pas dans bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est l'association qui émet ses besoins et des entreprises qui y répondent. Ça, c'est 2 axes que j'aimerais bien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça vient d'abord de l'entreprise avant de venir de l'asso. Ouais, totalement. Ok. Totalement. On a essayé dans l'autre sens, mais c'est des process qui sont très durs à mettre en place et peu maîtrisés. Mais pourquoi pas avec un meilleur outil, des meilleurs process automatisés et un peu d'intelligence artificielle, pourquoi pas faire ce match-là. Ouais. Donc, c'est encore des belles perspectives pour l'année à venir. Ouais, totalement. Et nos leviers, ils sont clairement là si on veut faire de l'hypercroissance dans tous les cas. Tu vois, là, on vise plus de 5 millions de chiffres d'affaires avec une expansion en Europe. Et du coup, voilà, on sait qu'on est prêt sur le digital, mais prenons de l'avance, tu vois. Clairement, c'est un axe différenciant et en plus de ça, c'est ce qui nous permet d'être rentable aujourd'hui, donc faisons-le. Et si vous partez sur l'Europe, c'est pour partir en Belgique, Allemagne, sur des territoires qui sont proches, ou c'est pour mettre d'autres donnes dans ces pays-là, en fait, parce que tu parlais de local. Donc, oui. C'est que l'asso et l'entreprise soient proches. Oui. C'est ça, hein. Et donc, c'est la même chose, en fait, que vous voulez reproduire au niveau européen? Ouais, totalement. Bon, on a une marque qui est assez forte et quand tu vois notre marque, tu comprends que c'est des projets qui sont locaux et à impact sociétal. Et du coup, si on prend une entreprise à Barcelone, c'est pour une association à Barcelone. Oui, voilà. Ouais. Tu gardes cette philosophie. Oui, c'est hyper important. On ne veut pas justement que les camions fassent toute la France et ils traversent jusque l'Espagne, mais on veut rester hyper local. C'est important pour nous. Et le modèle européen, il est aussi favorable dans le sens où il y a les mêmes conditions, les mêmes avantages fiscaux. Je ne sais pas si c'est un avantage, puisque, en tout cas, ces répercussions fiscales, elles existent aussi. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et ça, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et on commence déjà à avoir des entreprises qui nous consultent dans ce sens. D'accord. Et ouais, donc en fait, ça varie un peu, mais grosso modo, le cadre du jeu reste à peu près pareil. D'accord. Et donc, c'est pour ça que... Ça, c'est pratique. Parce que dans d'autres métiers ou secteurs, c'est pas toujours le cas. Donc là, le fait que vous soyez à peu près sur les mêmes taux, c'est vrai que c'est plus pratique pour partir sur d'autres pays, quoi. C'est excellent parce qu'en gros, nous, comment on s'est construit, là, on n'a plus qu'à faire un copier-coller espagnol, grosso modo. Ouais. C'est dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. On a presque rien à changer, si ce n'est, c'est pas 60%, c'est 40%. Et puis voilà, go, en fait. Oui, après, c'est que des métriques que tu changes finalement dans les docs. Que tu paramètres, et puis voilà, en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, on s'est fixé l'objectif là, de lancer 7 pays en simultané cette année. Donc, c'est marrant que tu disais, tu recrutes des gens et des gens qui ne seront pas... qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Ouais. Et concrètement, ça m'a fait penser à Olympe, qui est directrice du marketing, et qui m'a dit non, mais on va y aller par étapes, Thomas. Non, go, 7 pays direct. T'es sûr? Ouais, c'est trop ça. Et c'est vrai que tu as raison, il faut savoir composer avec tout le monde, en fait. Ouais, bah oui. C'est hyper important. Parce que les peurs, les craintes, elles peuvent tout de suite j'ai envie de dire, se dissimuler après dans tout l'humain. Et il faut rattraper ça et dire, mais non, vous inquiétez pas, en fait, ça va bien se passer, quoi. Mais... Ouais, et généralement, tu trouves un bon équilibre, en fait. Parce que eux, ils te montrent aussi que, il faut savoir être raisonnable et qu'il faut maîtriser aussi un peu sa croissance, etc. Donc c'est cool. Oui, tu as besoin aussi de l'entendre, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et c'est pour ça qu'en fait, dans nos recrutements, on aime bien recruter des gens qui sont quand même généralement à l'opposé de qui on est. Ouais, totalement. Au moins, ça fait un bon équilibre avec tout le monde et puis c'est bien, en fait, aussi.
Sinon, ça serait une boîte de dingue, tu vois. C'est tout le monde dit, ouais, go, on y va. Et est-ce que ça s'associe avec son ami d'enfance, son meilleur pote? Je sais pas si c'est ton meilleur pote, mais peu importe. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est top parce que d'un point de vue humain, c'est chouette? Mais est-ce que ça a aussi ses limites parce qu'on ose moins se dire les choses, on a peur de perdre son amitié? Je sais pas, hein, c'est une question que je te pose. Non, ben, en fait, non, c'est hyper bien. C'est hyper bien parce qu'en fait, avec Guillaume, donc, on a monté cette première boîte et on s'est déjà embrouillé lors de cette première boîte. Donc, en fait... ça, c'est fait. Voilà, tu vois, c'est clair. C'est clair, ça, c'est fait. Et quand on s'est croisés pour le projet Donne, on s'est dit, on a tout mis à plat, tu vois. On s'est parlé franchement. Et du coup, aujourd'hui, on est très transparent et très franc. Du coup, il n'y a plus rien qui nous choque, entre guillemets. Et puis, on sait où on veut aller. Et puis, en plus de ça, on est hyper alignés. Donc, et en plus de ça, on est vachement complémentaires. Donc, c'est mieux maîtrisé. Mais en fait, on a fait toute cette partie lors de la première boîte. Et du coup, maintenant, ça roule nickel, quoi. Et donc, au contraire, le fait de bien se connaître, ça a aussi ses avantages parce qu'on sait avec qui on avance. Ouais, totalement. T'as confiance. Et en plus de ça, comme tu dis, en fait, on sait dire les choses, tu vois. Donc, il n'y a pas... Et on sait recevoir aussi des gros tacles, entre guillemets. Donc, mais c'est OK parce que ça vient de lui. Et puis, on sait comment il est. Donc, voilà, on le prend pas mal. Et puis, en même temps, on avance. Et comme vraiment, on pense de manière totalement différente à chaque fois, encore une fois, ça crée un équilibre. Donc c'est hyper important. Ouais. Ouais, totalement. Je pense que de s'associer avec quelqu'un de confiance, c'est hyper important. Alors, ami ou pas ami, après, voilà, c'est... Oui, là, il s'avère que vous étiez amis, mais ça aurait pu être juste quelqu'un en qui tu as confiance, quoi. Ouais, totalement, ouais. Comment tu vois Don, alors, tu vas pas du tout aimer ma question, mais comment tu vois Don dans 5 ans? Vous avez pivoté déjà par rapport au premier? Non. Il n'y a pas eu de pivot? Non. Ça, c'est rare. Ouais, mais ça, c'est vachement rare. Et en fait, c'est pas faute d'avoir essayé. Et c'est pas faute d'avoir échoué, tu vois, pour le coup. Tu vois, donc vous avez tenté, ça n'a pas marché de pivoter. Moi, j'ai tenté, ouais. Ah, ouais. c'est fou. Ah, okay. Non, mais carrément. Ouais. Encore une fois, voilà, ça, c'était mes propres objectifs. En fait, on s'est dit, au début, on était très focus non alimentaire. Ouais. Tu vois, et je me suis dit, vas-y, on teste l'alimentaire. Bon, personne n'est d'accord, mais OK, moi, j'ai envie de tester, je teste. Et je voulais tester avec un business model totalement innovant. Je voulais dire, en fait, on ne se fait pas de bénéfice sur l'alimentaire. Tout ça, ça sera absorbé par le non-alimentaire. Okay. On propose aux entreprises de donner gratuitement leurs invendus, etc., parce qu'on trouve ça aberrant, en revanche, de se faire de l'argent sur l'alimentaire. Sur cette partie-là. Ouais. Alors qu'il y en a qui en ont vachement besoin. Et du coup, on a commencé à travailler avec les hypermarchés U, par exemple, etc. Et puis, on a testé. Et puis, on s'est rendu compte que c'était vachement compliqué. Qu'il y avait des géants qui étaient vachement en place. Too Good To Go, tu vois, ce genre de trucs. On s'est dit, on n'a rien à faire là-bas. En tout cas, moi, j'ai appris que j'avais rien à faire dans cette guerre. Je me suis retiré tranquillement. Et puis, voilà, quoi. Encore une fois, tu as su t'arrêter avant d'y dépenser trop d'énergie, quoi. Ouais, c'est clair. Mais parce que j'ai cette philosophie de je viens avec 0. Si j'arrive pas à générer 1 euro, ça sert à rien, je mets pas plus. OK. Voilà. Deuxième échec, c'est sur le mécénat de compétences. Pareil, je me suis dit, waouh, c'est ouf. On va demander à des gens d'entreprise d'intervenir sur le terrain. Et puis Moi, je trouve ça canon. Hein. Ouais, à fond. Carrément. Et ça n'a pas marché? En fait, c'est que c'est très chronophage. Ouais. Et encore une fois, tu as des gens en place déjà sur ce marché. Et du coup, tu dis, pourquoi en fait, pourquoi se lancer? Et troisième échec, c'est que j'ai voulu lancer l'Europe un peu trop tôt. D'accord. Dans un modèle où on n'était pas encore scalable. Et du coup, pareil, on a fait des tests, ça s'est super bien passé. En revanche, on a senti que humainement, il fallait faire x2. Et on s'est dit, non, vas-y, on va d'abord travailler sur la plateforme. Et le jour où on sera prêt, voilà, on aura cette plateforme qui sera vachement en support et on aura besoin de moins d'humains derrière pour faire le taf. Et on sera plus rentable, du coup. Et c'est très intéressant parce que les gens qui ne pivotent pas, c'est les gens qui marchent le mieux, je pense. C'est vrai, c'est l'analyse que tu as. Enfin, qui restent focus sur leur métier de base. Sur l'idée initiale. Ouais, du moment qu'elle est rentable et du moment que... Voilà. Ah bah si elle est rentable, c'est sûr. Ouais. Non, mais t'as raison. Mais ne pas chercher à trop se diversifier trop tôt, trop vite, en fait. Je trouve que c'est une erreur. Et tu sais faire quelque chose, fais-le bien et fais-le jusqu'au bout. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est d'aller effectivement de se dire que le marché alimentaire,
fonctionne bien, alors qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de contraintes aussi derrière pour les entreprises qui y sont, comme Togo, comme tu dis, qui est bien installé. Et pour autant, je ne suis pas certaine qu'il fasse autant de bénéfices que vous. Je ne sais pas, mais peut-être que je suis mal... Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne pense pas qu'elle marche hyper bien non plus. Ouais, parce que le secteur, il est hyper complexe. Hyper complexe. Ouais. Tu as tellement des problèmes d'hygiène derrière. S'il y a faut mettre les moyens, ouais, carrément. Donc rentable, j'espère en tout cas pour ces entreprises, parce qu'il faut qu'elles puissent exister, parce que sinon ça serait des tonnes de déchets en plus. Bien sûr, non, mais tu as raison. Mais c'est pas des modèles, des business models qui sont hyper rentables. Non, ça, j'en suis convaincu. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on s'est retiré humblement. On s'est dit, waouh, la galère, quoi. Donc en fait, à chaque fois que tu as voulu pivoter, la réflexion, c'est il y a des gens trop bien structurés déjà, pourquoi moi je vais y aller alors que je ne le suis pas encore. Je vais pas grandir trop vite, je vais déjà me structurer. Ouais. Et le troisième pivot, c'était sur l'Europe, l'alimentaire et la compétence où pareil, c'était trop chronophage, quoi. Ouais, c'est ça, concrètement. Et ça, je l'ai appris d'une grande entreprise, Noz. Tu connais Noz? Ouais, bien sûr. Tu vois, on a eu la chance de rencontrer son fondateur et en fait, ce qui m'a impressionné, déjà, c'est la structure de la boîte, tu vois. Impressionnant, la taille qu'ils ont, le déploiement de malades qu'ils ont à l'international. Et en fait, pourquoi le mec il a cartonné? Parce qu'il est resté focus sur le déstockage, en fait, grosso modo. Et c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il a construit juste en restant focus et en disant non, ça on fait pas parce que c'est pas notre job, en fait. Ouais. Même si c'est intéressant, tu vois, même si tu peux avoir des leviers de croissance en plus. C'est vrai que ça, c'est intelligent presque de dire j'y vais pas. Ouais. Et je trouve que c'est, tu vois, c'est tu hyper... peux être tenté de ouf, mais oui, mais c'est ça. Tu vois, celui qui ose dire non, là j'y vais pas. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une intelligence incroyable, quoi. Carrément. Et ça, je l'ai retrouvé dans cette entreprise, tu vois, de dire non, j'exploite mon filon au maximum, du maximum. Je suis bon là-dedans, donc je vais jusqu'au bout. Et ça fait tout son sens, tu vois. Donc ça, c'est un beau conseil aussi. Je trouve aussi. De ne pas trop se diversifier trop tôt ou trop vite. Et en fait, au final, nous, on s'est dit, mais si on veut faire du mécénat de compétences ou de l'alimentaire, un jour, si on veut revenir sur ce marché, en fait, créer notre marque et créer notre structure, en fait. Oui, ça sera finalement un autre projet. Après, on ne va plus comprendre ce qu'est Don, on ne va plus comprendre ce qu'on fait, et puis ça ne sert à rien. Et c'est vrai que après tu dilues ton message, et ça, c'est un autre point que j'ai vu dans d'autres startups. À vouloir trop faire, on ne sait pas ce que tu fais. Ça, c'est vrai. Et on ne te comprend pas, et du coup, on ne veut pas travailler avec toi parce que je ne sais pas, en fait. Ouais, et c'est marrant, c'était un échange qu'on a eu justement avec Nicolas en début de semaine, où il disait que si tu as l'honnêteté de dire non parce que tu sais que pour le moment, tu n'es pas prêt, il y a de fortes chances que la personne revienne vers toi si elle en a à nouveau besoin, au moment où tu le sauras, parce que tu as eu cette honnêteté de dire là, non, là, c'est pas le bon moment, mais on se reverra dans 5 ans si tu veux, parce que si ce jour-là, je suis prêt, je saurais te le dire, et la personne aura... C'est vachement vrai, ouais. Et ça, on le voit en plus des fois avec des entreprises qui nous disent, où on leur dit, voilà, tu peux pas défiscaliser, ça sert à rien, fais autre chose. Et elles reviennent quand elles peuvent. Ouais. Oui, parce que tu les as beaucoup aidées ce jour-là en leur disant non. Et elles se souviennent. Et elles se souviennent. Parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de gens honnêtes. Ouais. Et même des fois, c'est vrai qu'au début, tu vois, tu veux peut-être trop aider les gens. Et quitte à faire des choses qui ne sont pas dans ton secteur d'activité, tu vois, mais tu as envie de voir ton projet avancer. Et ça peut être aussi un tort, ouais, totalement. Oui, et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as cette envie de donner du sens dans tout ce que tu fais, c'est vrai que pour le coup, tu as dû avoir des demandes où tu voulais absolument dire oui, alors que tu savais que ça rentrait pas tout à fait dans le cadre. Totalement, oui, hein, sur du recyclage ou d'autres choses, ou des déchets, tu vois. Et encore une fois, non, on a exploré des pistes et on s'est dit non, en fait, c'est pas du don, en fait. On le fait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, bien restructurer la demande et se dire oui ou non, ça rentre pas. Mais c'est dur. Hein. Mais c'est dur, c'est très dur. De toute façon, c'est ce qu'on disait. Non, c'est beaucoup plus dur à dire que oui. Hein. Ouais, c'est bien. Donc, et ça, dans l'humain, c'est vrai aussi quand t'es... Mais à fond, carrément, il faut savoir dire non et dire non, je peux pas faire ça, je suis désolé, quoi. Et donc, pas facile.
Bah écoute, en tout cas, moi, ça a été un grand plaisir de faire cet enregistrement avec toi. Ça a été une très belle rencontre. Je te remercie. Longue vie à Don. Ah, merci beaucoup. Très longue vie à Don. Et c'est bien, c'est que c'est facilement exportable en plus quand tu t'appelles Don. Ouais, c'est pas laissé au hasard. Je me doute. Peut-être on se fera un deuxième enregistrement sur un autre sujet. En tout cas, ça sera avec plaisir. En Espagne ou au Portugal. Au soleil, ça nous manque un peu. Avec plaisir. Bien, à bientôt. Ouais.